Bon, on va commencer. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire Activité physique et santé mentale. Euh, pour, euh, pour qu'on échange aujourd'hui sur quels sont les bienfaits de l'activité physique sur la santé mentale et comment accompagner des personnes avec des problématiques de santé mentale autour de l'activité physique. Donc moi, je suis Ambre Amédée, je suis chargée de sport santé au Comité régional olympique et sportif. Donc nous sommes une association régionale qui représente le mouvement sportif sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs intervenants. Donc nous avons Laetitia Véron qui se présentera tout à l'heure, qui nous parlera de ce que c'est la santé mentale des bénéfices globalement de l'activité physique sur la santé mentale et qui nous parlera aussi d'une formation des premiers secours en santé mentale. Voilà. Et nous avons deux enseignants en activité physique adaptée de nos maisons, donc Corentin Martial et, je suis désolée, Maxime Lerminet. Maxime Lerminet, pardon, qui nous parleront de ce qu'ils font avec des patients atteints de santé mentale et qui nous parleront aussi des bénéfices de l'activité physique sur la santé mentale. Donc voilà, je vous laisse introduire avec la première partie Laetitia Véron sur ce qu'est la santé mentale. Très bien, merci beaucoup Ambre pour l'invitation, pour la présentation. Bonjour à tous. Je vais avoir 20 minutes pour vous faire un exposé et on va également se servir de diapositives. Et donc je vais partager mon écran pour que vous puissiez suivre pour ceux qui le souhaitent. Est-ce que vous voyez bien là, a priori? On Oui. voit votre écran. J'ai juste une petite précision. Vous ne pouvez pas parler et vous ne pouvez pas allumer vos caméras, mais il y aura un temps de questions après la présentation et vous pouvez poser les questions dans le chat, on y répondra à la fin. N'hésitez pas. Voilà, je vous laisse la main, Laetitia. Pas de souci. De toute façon, vous pouvez intervenir quand vous voulez et voilà, et réguler aussi cette petite causerie, on va dire. Donc, je suis partie d'un thème un peu global, le sport, un espace de soutien et de protection de la santé mentale, avec un point d'interrogation, ce qui va nous permettre de naviguer pendant 20 minutes, ce qui est assez court pour faire, mais qui est très bien pour faire une introduction, dans ce qu'on appelle la santé mentale, quels sont les bienfaits éventuellement du sport sur la santé mentale, quels pourraient être les facteurs de risque, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'intervenant accompagnateur dans le sport avec les personnes qui pratiquent le sport afin de repérer et soutenir éventuellement la santé mentale et peut-être on verra orienter la personne si elle a des besoins. Comment faire? Donc, je vais introduire ceci par des préjugés, en fait. Donc, en fait, la santé mentale, vous savez que c'est la cause nationale 2025, reconduite en 2026. On en parle de plus en plus, mais c'est très récent. Et donc, ça veut dire que la population française, mais mondiale, a besoin de monter en compétences, en connaissances sur cette notion de santé mentale, parce qu'on a beaucoup de préjugés, c'est-à-dire de représentation erronée. Et ça vient en général quand on ne connaît pas très bien le sujet ou quand on a des expériences qu'on grossit en disant que c'est ça la vérité, ou bien quand on est influencé éventuellement par une société, notamment les médias, qui vont se servir de la santé mentale pour alimenter des films peut-être, ou ça c'était peut-être dans le passé, mais en tout cas des films à sensation. Donc, vous avez pu lire quelques préjugés et on va essayer de déconstruire ces préjugés en présentant ce que c'est que la santé mentale. Donc, non, la santé mentale, c'est important d'en parler. Et vous voyez qu'il y a peu de gens en fait qui en parlent et on verra pourquoi. Que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, c'est un signe de responsabilité, car la santé mentale, ça fait partie de la santé. Et du coup, en parler ou surtout en prendre soin, eh bien, c'est également permettre à notre santé de bien s'épanouir. Et si on a bien les deux pieds dans notre santé ou bien je sais pas moi, sur les starting blocks, eh ben, on peut bien traverser les stress normaux de la vie.
On verra bien sûr dans le courant de cet exposé qu'est-ce qu'on appelle les troubles de santé mentale. Donc, on a longtemps associé la santé mentale à l'absence de troubles. Donc, on n'a pas de maladie mentale, on est en santé. Ou bien, on a aussi dit que quand on a une maladie mentale ou quand on fait face à une crise, on a une mauvaise santé mentale. En fait, c'est pas tout à fait juste aujourd'hui et il faut pas penser, on va essayer de déconstruire ça. Par exemple, si vous avez, vous pouvez n'avoir aucun diagnostic de trouble de santé mentale, c'est-à-dire vous n'êtes pas schizophrénique, vous n'êtes pas dépressif, vous n'êtes rien du tout diagnostiqué et pourtant on n'est pas bien dans sa tête. Tout le monde, tout un chacun connaît cette expérience. À l'inverse, vous pouvez être diagnostiqué avec un trouble bipolaire, un trouble anxieux et d'autres troubles qui sont stabilisés par un traitement, une thérapie, etc. Et alors même que vous êtes diagnostiqué avec un gros trouble chronique, on va dire, vous pouvez tout à fait avoir une bonne qualité de vie. Donc, la définition de la santé mentale qu'il va falloir retrouver, donc là, ça c'est ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire vous avez euh, en abscisse, c'est-à-dire en horizontal, l'absence de troubles mentaux ou bien versus la présence de troubles mentaux, et puis en ordonnée, c'est-à-dire en verticale, soit vous avez une santé mentale qui est plutôt élevée, c'est-à-dire un sentiment, une qualité de vie qui est élevée, soit une santé mentale qui est plutôt pas élevée, c'est-à-dire qui n'est pas bonne, une pas bonne qualité. Autrement dit, vous pouvez avoir la présence de troubles mentaux diagnostiqués avec une qualité de vie qui est élevée et on est plutôt, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, mais dans une santé mentale élevée avec des troubles mentaux. Et on peut avoir une absence de troubles mentaux, c'est-à-dire pas de diagnostic, et pourtant se sentir avec une qualité de vie ras les chaussettes. Donc, on revient, la définition qu'il va falloir retenir, c'est que c'est un continuum. Hein. On a cette idée de continuum, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a une santé mentale qui fait partie de la santé. C'est tout au long de la vie, c'est un continuum, et on va voir quels sont les facteurs qui vont agir et réagir et nous faire agir dans cette santé mentale. Un continuum, et c'est ce continuum, cette santé mentale, pardon, elle est constituée de la perception de notre pouvoir d'agir. Hein. On parle de empowerment aujourd'hui, donc c'est un mot anglais qui se francise, et de notre capacité donc de penser, de ressentir, d'agir dans la société, dans notre famille, dans notre quartier, de nous épanouir et de nous adapter aux stress normaux tout au long de notre vie. C'est ça la santé mentale. Vous pouvez ici avoir la définition de l'OMS. Si ça vous intéresse, vous la retrouvez un peu partout. Maintenant, quand on regarde les chiffres, eh ben, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, euh, cette santé mentale, ben, une personne sur quatre dans sa vie, d'une certaine manière, va avoir peut-être une santé mentale, mais en tout cas un trouble qui va se déclarer. Et ça, c'est quand même un chiffre qui parle. 25% d'entre nous on va faire face dans notre vie à un trouble de santé mentale, diagnostiqué ou pas diagnostiqué, mais en tout cas avéré. Et qu'est-ce que c'est qu'un trouble? Eh bien justement, ça veut dire qu'on va devoir le définir, ce trouble, pour pouvoir savoir si on a besoin d'aide ou pas. Car en général, un trouble de santé mentale, quand ça nous arrive, eh bien en fait, ça met à l'arrêt notre vie et nos projets. Et c'est pareil pour les jeunes qui font du sport, c'est pareil pour éventuellement ceux qui s'en occupent et nous tous citoyens et citoyennes qui faisons, qui participons à la vie. Donc, je regarde juste si je voulais vous le dire maintenant ou un peu après. Je pense que ça doit être maintenant puisque j'y suis. Qu'est-ce qu'un trouble de santé mentale? Un trouble de santé mentale, il va être défini de façon très généraliste pour éviter d'associer santé mentale à spécialiste. La santé mentale nous concerne tous. Les troubles de santé mentale, leur diagnostic, leur suivi, leur établissement dans les soins, c'est les professionnels de santé mentale. Mais la santé mentale nous concerne tous. Donc il faut monter en compétence, encore une fois, de la population pour qu'on acquiert davantage de connaissances, de compréhension et de savoir-faire pour garder une bonne santé mentale. Donc un trouble, c'est quoi? Un trouble, en général, c'est quand il va y avoir un changement entre des habitudes qu'on avait avant, des façons d'être qu'on avait avant, et aujourd'hui, à l'heure où on observe, il y a quelque chose qui a changé. Changé dans son quotidien, changé dans ses émotions, dans ses comportements, dans ses pensées, et ça dure. Donc c'est une définition ou un ensemble de facteurs qu'on va pouvoir garder pour évaluer les troubles de santé mentale.
Et dans ce qu'on appelle les troubles de santé mentale, ça va être globalement les plus répandus, le trouble anxieux et les troubles dépressifs, qui sont souvent, qui peuvent être ensemble liés. Les troubles également liés à l'utilisation des substances, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et puis on va avoir des troubles des comportements alimentaires et ensuite des troubles psychotiques. Tous ont leur spécificité, mais tous veulent dire qu'à un moment donné, ça a grippé et on ne peut plus s'épanouir, faire des projets, continuer à vivre. Et donc, on a besoin d'aide. Les facteurs qui influencent cette santé mentale, ce sont des facteurs de risque et des facteurs de protection. On parle de multifacteurs, car un seul ne suffit pas, et on va parler de biologique, de psychologique et de social. Donc, on a au niveau biologique, eh bien, les facteurs qui vont réguler notre énergie, notre sommeil, notre stress. Au niveau psychologique, eh bien, ça va être nos émotions, ça va être également notre façon de penser, qu'elle soit culturelle ou qu'elle soit due à des expériences. Dans les expériences, ça va être éventuellement des expériences de relations qui vont être positives ou bien qui vont être conflictuelles et qui vont amener, je dirais, peut-être des mécanismes un peu de défense ou bien des pensées de dévalorisation, d'estime de soi. Ça va être également des traumatismes. Quand on traverse la vie, on peut traverser des choses traumatisantes. Traumatisme, c'est toujours des événements de choc qui nous ont choqués, qui ont attrait à une mort, à la mort symbolique ou bien réelle, soit de soi-même, un accident, des multitraumatismes, des agressions, soit même d'autres personnes. Et puis, donc ça va être l'aspect psychologique et l'aspect social, hein, ce sont des facteurs excessivement importants. L'environnement social, c'est-à-dire solitude ou bien versus communauté. Ça va être qu'est-ce qu'on a encore? Bah, les relations familiales, les relations entre pairs, le harcèlement par exemple, voilà, l'aspect social, mais également à un niveau un peu plus politique, je dirais, la mixité dans les quartiers, éventuellement les produits qui sont utilisés dans les maisons, éventuellement l'écologie. Bon, on est dans un dispositif ou dans des facteurs, je dirais, qui sont complémentaires, biologiques, sociales et psychologiques. Et cela va influencer notre santé mentale en la soutenant ou bien en favorisant plutôt un déclin. Et justement, l'activité physique, comment elle se situe dans ces facteurs? Eh bien, on va voir que l'activité physique, elle répond justement, à- 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 elle est un facteur de résilience sur ces trois aspects: biologique, psychologique et social pour une personne. Donc il y a eu des études, on va les détailler un tout petit peu, mais en tout cas globalement, vous avez là la présentation une petite représentation, hein, prise sur Internet, et merci pour l'autorisation. Donc, vous avez un aspect psychologique, augmente la confiance en soi. Vous avez psychologique aussi, mais plutôt cognitive, une stimulation cognitive, le fait de faire du sport, de l'activité physique. Le facteur social, eh ben, c'est la communauté, c'est-à-dire la communauté des sportifs, la communauté des gens avec lesquels on va pratiquer. On a également en social, bah, c'est essentiellement ça. Et puis en biologique, la réduction, par exemple, du stress et de l'anxiété. Donc, on dit maintenant, le sport, et on le sait, l'activité physique est bonne pour la santé. Les effets à court terme, eh bien, c'est une régulation de la production donc du cortisol, vous le savez sûrement, la décharge de tension accumulée. Vous savez, quand on travaille, ou même les étudiants, ou même les jeunes, on a beaucoup de tensions dans notre vie, et ces tensions produisent du stress, et le stress du cortisol est ce qui va amener, si vous voulez, les personnes à avoir des troubles anxieux éventuellement, ou même des dépressions, au sens de comme le baromètre, c'est-à-dire le système nerveux, qui est l'organe donc de notre santé mentale, va finir par
être fatigué, donc déprimé, comme quand il fait mauvais ou quand il pleut, eh bien, ça peut être dû à une surcharge de cortisol. Donc, on appelle ça le stress chronique, n'est-ce pas? Et donc, le sport va pouvoir réguler ce système nerveux et apaiser. Et donc, après, les études montrent, après 10-20 minutes de mouvement, le niveau d'anxiété baissait de façon significative. Ça améliore également l'humeur, la motivation. Tout ça avec le cocktail biochimique. Une meilleure concentration, la hausse du sentiment d'efficacité, donc également ça va réduire l'anxiété, hein. Si on a un sentiment d'auto-efficacité, oui, je peux agir sur certains facteurs, notamment quand je fais du sport. J'agis sur mon corps, j'agis sur mes performances. Et les effets à long terme, eh bien, c'est prouvé. La prévention de la dépression légère, hein, vous savez qu'on a même comparé la prise d'antidépresseurs avec, pour des dépressions légères à légèrement, oui, à légère, euh, et avec le fait de faire de l'activité, et il semblerait que c'est équivalent. Attention, on est toujours dans, je dirais, l'estimation de la psychopathologie, c'est-à-dire des troubles avec des troubles légers, c'est-à-dire qui commencent à se chroniciser, qui commencent à s'organiser avant de devenir modérés à sévères, où là, il va falloir passer le relais à des professionnels de santé. Amélioration de la résilience de façon générale et réduction du burn-out. Donc, on a des effets positifs. On aura certainement à la suite avec nos collègues qui vont nous montrer comment le sport adapté peut être vraiment bien favorisant pour la santé mentale. J'aimerais juste porter notre attention sur euh, un aspect qui est que la pratique sportive peut également être un facteur qui va amener à un déclin de la santé mentale. Alors peut-être pas directement puisqu'il n'y a pas de facteur unique, mais disons que portons juste cette attention que une pratique sportive mal encadrée, si je puis dire, ou encadrée de façon peu précautionneuse, soit par ignorance, soit par je dirais, un peu trop de pushing peut amener ben, la personne. Là, c'est un jeune adulte, mais c'est souvent aussi, ça peut être un jeune adulte, puisqu'on a beaucoup de témoignages maintenant. On a eu un film hier soir qui est Les têtes plongeantes, qui a été très intéressant. Vous pouvez retrouver certainement sur Internet. Et puis, il y a aussi un autre film qui s'appelle Strong, et ce sont des interviews, des témoignages hein, de sportifs. Là, on parle de haut niveau qui vont parler de leur santé mentale. Donc, ça peut être assez inspirant pour des jeunes ou des cas, des encadrants. En tout cas, le surentraînement, la pression de performance, des blessures répétées et des troubles du comportement alimentaire peuvent être des signes en fait d'une santé mentale qui commence à être affectée par l'activité sportive. Donc, ça peut devenir un facteur de risque. Il n'est pas le sport automatiquement protecteur. Ça dépend du cadre, de la culture de performance, du niveau de pression que vivent les sportifs et leurs encadrants. Donc voilà, on pourra en discuter éventuellement. Je ne suis pas une spécialiste du domaine. Il y a des psychologues sportifs. Il y a plein de gens certainement très compétents pour répondre à ça. Mais je pensais que c'était important de pouvoir souligner également ce deuxième versant. Alors maintenant, ben, ce qui concerne les personnes qui vont encadrer les sportifs et même les sportifs eux-mêmes, qui est un milieu, vous l'avez vu et vous le savez, à la fois très prometteur dans le sens pour la santé mentale. Il y a beaucoup de personnes également qui font du sport de plus en plus. Et donc, ne passons pas à côté d'aider la santé mentale à travers le sport en repérant des signes ou en étant plus vigilant à repérer des signes d'une santé mentale en berne. Donc, comment organiser tout ça sans être professionnel de santé mentale? Comment acquérir une certaine forme de connaissance et voire d'expérience quand on est animateur sportif, encadrant de club, parent d'enfants, de jeunes, jeunes adultes soi-même, etc. Sans être professionnel, comment démarrer, je dirais, dans cette prise de connaissance de la santé mentale?
Vous avez peut-être entendu parler d'une formation premier secours en santé mentale qui, qui est sur le modèle des premiers secours en santé physique et qui est une formation citoyenne qui vise à acquérir des connaissances sur justement la façon de repérer les troubles, repérer une santé mentale qui commence à se dégrader ou bien une crise qui se déclare et d'accompagner la personne, comme le premier maillon de la chaîne, vers les professionnels de santé mentale. Donc pour ça, il faut organiser un peu les connaissances. C'est une formation, je vous en parlerai un peu, je répondrai à vos questions éventuellement. Elle vient d'Australie, elle a traversé une vingtaine de pays, elle est arrivée 20 ans plus tard en France, mais elle est bien arrivée. Et maintenant, voilà, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui se forment au secourisme premier secours en santé mentale, et c'est tant mieux afin de pouvoir quand même nous aider dans cet aspect de mieux se repérer dans ce qu'on appelle un trouble. Donc, par exemple, la dépression, c'est pas une déprime. La dépression, c'est une maladie diagnostiquée par un professionnel de santé mentale. C'est pas ce qu'on va demander du tout au secouriste ni à la personne là dont on parle, qui est dans un milieu sportif et qui observe. Car en fait, tout va partir de l'observation. Mais on observe quoi? Comme je vous disais, on va observer des changements. On va observer des changements entre ce que je connaissais du jeune et ce qu'il est maintenant. Des changements dans quoi? Pas simplement dans des performances, pas simplement dans ce que vous voyez à travers le sport ou l'activité sportive de cette personne, mais dans la vie de ce jeune, dans la relation que vous avez peut-être, jeune ou moins jeune, hein, pardonnez-moi, mais voilà, ou même personnes âgées. Donc, dans la relation que vous avez avec cette personne, vous allez observer des changements. Sur quel domaine ces changements? Des changements dans sa vie, c'est-à-dire dans ses comportements, dans ses relations, dans ses émotions. Hein, ça va être, la personne va se mettre à être irritable, voire même en colère, agressive, contre elle, contre les autres, ou un peu en retrait. Et puis dans ses pensées. Dans ses pensées, elle va peut-être dire des choses peut-être bizarres ou elle va dire des choses un peu dépréciatives sur elle-même, sur les autres, alors que voilà, ça a une tonalité, vous vous interrogez. Donc ce sont des changements et puis ça dure. C'est pas, on peut avoir des moments, on a une journée avec, une journée sans. Là, non, ça dure quelques jours, quelques semaines. Et là, il faut s'arrêter juste. Et dans la formation, si vous voulez, on va revoir ou apprendre une façon qui n'est pas forcément naturelle, comme être professionnel, pardon, comme être premier secours en santé physique. Ça n'est pas donné à tout le monde d'aller faire un massage cardiaque. Je dirais, s'il n'a pas eu au moins une petite éducation. On lui a expliqué où est-ce qu'il fallait appuyer, commencer un peu la cage thoracique avec le sternum, et puis on lui a dit que de toute façon, il valait mieux, d'après ce que j'ai compris moi de la formation, j'espère pas me tromper, qu'il fallait mieux quand même, même si aujourd'hui il y a des appareils qui font mieux que nos mains maladroites, mais qu'il fallait mieux quand même donner de l'oxygène à cette personne en attendant les secours que rien du tout. Là, c'est pareil. Si une personne ne va pas bien, on va voir les signes si ça vous intéresse, mais en tout cas, si une personne ne va pas bien, il vaut mieux en parler avec elle, même si ça n'amène à rien, plutôt que d'observer et de laisser passer l'idée et que cette personne, si elle ne va pas bien, de toute façon, c'est qu'elle commence à perdre pied, c'est que son système nerveux commence à être dépassé par quoi? Par la pression, par le stress, c'est toujours un peu la même chose, ou par d'autres choses, mais c'est toujours, le stress est toujours de toute façon dans notre lot d'explosion un petit peu de nos ressources, et ça va pas aller en s'améliorant, a priori. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On va apprendre donc dans la formation, si vous voulez, en 2 jours, on va apprendre je dirais, à mieux organiser nos connaissances, c'est-à-dire déjà quels sont les troubles qu'on observe et vers qui envoyer et quelles sont les ressources d'information qu'on peut donner à ces personnes pour qu'elles mieux comprennent qu'est-ce qui se passe en elles et qu'elles ne pensent pas qu'elles sont nulles, qu'elles se c'est de leur faute et que elles sont les seules à vivre ça. C'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'on va observer? Ben, on va observer des troubles sociaux. Vous vous souvenez, le facteur social, donc des replis sur soi, éventuellement, et puis des relations difficiles avec les autres. On va observer des troubles, entre guillemets, ou oui, c'est ça, des troubles biologiques, c'est-à-dire au niveau du sommeil, de l'alimentation,
On va avoir également, voilà, dans les troubles sociaux, des consommations éventuellement de substances ou de comportements où la personne, en fait, elle cherche une solution. Elle cherche une solution à son mal-être. Et puis, elle rentre dans un process, malheureusement, d'addiction. Et puis, on va avoir des symptômes, plutôt des signes psychologiques de dépréciation de soi, d'estime de soi en chute, éventuellement de pensées un peu bizarres, et puis d'émotions un peu intenses, voire même très intenses. Donc, bien sûr, ça c'est globalement, enfin, c'est pas, il faudrait rentrer un petit peu dans, peut-être avec vos questions, de rentrer un petit peu dans les précisions, et c'est ce qu'on fait pendant la formation. Donc, la formation, c'est Premier secours en santé mentale. Ça s'appelle PSSM, Premier secours en santé mentale. Et euh, là encore, on va former donc des citoyens à accompagner la personne, repérer les signes en fonction de certains troubles, savoir éventuellement où donner de l'info. C'est-à-dire, on a un tas de ressources, nous, professionnels de santé mentale, qui peuvent être vraiment popularisées, mises à disposition à toute la population. C'est ce qui est fait actuellement, d'ailleurs, par tous ces sites généraux, ces applications. Attention, de qualité, hein, on ne parle pas de choses qui sont commerciales et qui vont nous apporter rien du tout. Pourquoi? Eh bien, pour donner des connaissances à des personnes qui vivent un mal-être et qui ne savent pas ce qui se passe. Donc c'est vraiment, je donne souvent l'exemple de l'hygiène. Au début du XXe siècle, la façon dont on se lave les mains pour éviter les virus ou la transmission des maladies, le fait de se laver les dents pour garder une dentition et une propreté des dents, peut-être même supprimer l'acidité, etc. C'est des choses aujourd'hui, on ne se pose plus la question, on les apprend à nos enfants, au groupe desquels on s'occupe, dans nos actions bénévoles. Bref, on le transmet. Pareil pour la santé mentale. La santé mentale, il faut que ça devienne une sorte de culture, d'éducation et le milieu sportif. Et je pense à travers les valeurs qu'il véhicule et la somme de population qu'il y a et toute la vocation en fait de ce milieu, tout à fait, je dirais, adapté pour faire passer ces valeurs, du prendre soin de sa santé tout en se faisant du bien. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on va se terminer là-dessus et répondre à vos questions si besoin, mais voilà pour ma partie. Merci Laetitia. On a une première question et j'invite les autres participants à mettre leurs questions dans le chat. Est-ce que des comportements inadaptés répétés constituent un trouble de la santé mentale? Alors, faudrait déjà qu'on puisse répondre à la question, qu'est-ce que ça veut dire inadapté pour la personne? Parce que si on parle d'inadapté, ça veut dire qu'on parle d'adapté. Ça veut dire qu'on remet en avant le normal et le pathologique. Ça veut dire que moi je suis normal, toi tu es pathologique ou toi tu n'es pas normal. Alors que la santé mentale, on en a tous une. Et donc on peut potentiellement tous, à un moment donné, avoir, je dirais, un dérèglement de notre santé mentale. Donc je remettrai juste ça en cause dans ce mot inadapté. Donc ça, je ne comprends pas bien la question. Et ensuite, est-ce que des comportements, donc on pourrait dire, ce serait plutôt des comportements, comment on pourrait dire, parce que la fin de la question, c'est quoi? C'est est-ce que c'est les comportements inadaptés? Donc on enlève ce mot-là. Euh, Constitue un trouble de la santé mentale. Je ne sais pas si c'est ce qui ok, est je déconstruis envisagé, mais juste. Pardon, oui. peut-être que ces comportements inadaptés, est-ce que ça pourrait correspondre par exemple à des TOC ou des comportements répétitifs, peut-être? Je ne sais pas, hein, Oui, mais je déconstruis juste des idées reçues. C'est-à-dire, on ne parle pas de comportement inadapté quand on parle de TOC. Parce qu'en fait, pour la personne, c'est très adapté. Parce que c'est une stratégie d'adaptation qu'elle a trouvée. Donc, c'est pour ça que je ne souhaite pas répondre comme ça à cette question, parce qu'elle ne veut rien dire pour nous. Et que j'essaye, en fait, de dire un petit peu comment on pourrait penser les choses autrement. Donc, comportement, donc vous comprenez. Et après, la suite de la question, qui est intéressante aussi, donc je pose plutôt des questions sur la question, pardonnez-moi, vous pouvez me joindre éventuellement si vous voulez plus de précision. C'est quoi la fin de la phrase? est-ce que ça constitue un trouble de la santé mentale? Juste là-dessus?
On ne peut pas dire un trouble de la santé mentale. Pourquoi? Parce qu'il y a des troubles de la santé mentale, voire même il y a des troubles de les santé mentale, puisqu'on a tous une santé mentale. Donc, ce qu'il faudrait, c'est plutôt aller un peu plus dans la précision de votre question, faire une analyse un peu plus approfondie de cas. Pour ça, je peux vous conseiller, soit si ça vous pose question pour vous-même, pour quelqu'un de vos proches, de prendre une consultation une fois avec une psychologue, de lui poser en fait votre question et de regarder avec elle. Donc, il ne s'agit pas quand vous allez prendre un rendez-vous avec une psychologue ou un professionnel de santé mentale ou un psychiatre, il ne s'agit pas de faire je dirais, un travail sur le long cours. Vous pouvez très bien ou téléphoner à une association ou à une ligne téléphonique ou prendre un rendez-vous. Ça ne vous engage à rien et comme ça, vous posez vos questions. Je vous ai laissé quelques sites très généralistes et très bien faits, des sites de référence, justement sur la santé mentale. Et dans psychom.org, vous allez pouvoir trouver les adresses de lignes gratuites en fonction de différents troubles. Vous pouvez trouver des professionnels au bout du fil qui peuvent répondre à vos questions. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, c'est sur la formation premier secours en santé mentale. Qui fait les formations et où peut-on se former? Alors, qui fait les formations? Ce sont des personnes qui ont je dirais, un certain profil qui est déterminé par l'association PSSM France. Dans le profil, vous imaginez bien, il faut être sensibilisé à la santé mentale. Donc, vous pouvez être sensibilisé à la santé mentale parce que vous-même, vous avez eu un trouble de santé mentale, que vous êtes rétabli, stabilisé et que le fait de partager vos connaissances et les connaissances, bien sûr, du module vous intéresse, ou bien que vous êtes ce qui est mon cas, vous êtes professionnel de santé mentale et pour toutes ces raisons, vous faites la demande à l'association PSSM France euh, qui vont vous donner des informations sur comment s'inscrire à une formation pour être formateur, formatrice. Donc sur le site de PSSM France, vous pouvez retrouver la liste des personnes qui forment au premier secours en santé mentale et avec les coordonnées des formateurs, vous pouvez les contacter en direct. Et il y en a partout en France. Et Laetitia Véron est formatrice en premier secours en santé mentale. Donc si vous souhaitez faire une formation avec elle, n'hésitez pas à la contacter. Voilà. J'avais compris, pardon, la question sur comment on peut se former pour être formatrice. Donc, c'est pour ça que j'ai répondu comme Ah, ça. Mais et vous, ben vous je ne sais avez pas. complété. Donc, en fait, voilà, vous avez toutes les informations. J'ai une remarque. Ici, ce qu'on doit nous aider. Pardon, je recommence. Ici, ce qui doit nous aider à répondre à cette question, c'est la modification des comportements, pas l'aspect répétitif. C'est pour répondre, enfin pour rebondir sur la question d'avant. Répétez, du coup. Ici, ce qui doit nous aider À répondre à cette question sur les les comportements comportements répétitifs. inadaptés, c'est la modification du comportement, pas l'aspect répétitif. Est-ce que la personne qui a écrit pourrait mettre un peu plus de précision peut-être? Ou prendre la parole si elle le souhaite. Je peux vous ouvrir la ligne. En tout cas, ce n'est jamais un symptôme, un seul signe. C'est un ensemble. Donc, il faut analyser dans un ensemble. Oui, des comportements répétitifs peuvent nous alerter. Mais en même temps, des comportements répétitifs, ça peut être aussi je fais mon yoga tous les jours. Ça, c'est plutôt bon signe. Donc là, on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas trop quoi dire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Eh ben, merci Laetitia et on va pouvoir passer à la suite. Maxime ou Corentin, je vous laisse la main. Je vous ai cliqué. Voilà. Vous nous entendez déjà? Oui. Oh, parfait. On va partager le diaporama. Non, non, c'est celui-là. Ok. Et vous nous dites si on est bon niveau partage. On voit, c'est un peu flou, mais on voit. Est-ce que c'est bon pour vous? On vous entend mal. Ah, bah, mais pas en premier.
Je prends en plein écran? Non, Parce mais que si tout à l'heure, voilà, c'est bon. parfait. Internet. On va attendre que ça se stabilise avant de lancer. En espérant que ça dure pas. Pas hésiter à nous faire signe, Ambre, si jamais, si on est Alors, bon. là, on vous entend bien, mais on voit plus votre diapo. Ouais, Aïe, aïe, on aïe. va relancer. On va relancer ça. Allez, session test. Ça marche très bien C'est en bon. test, Ouais, mais quand on est le jour J, ça ouais, c'est fonctionne moins ça. bien. On a relancé un partage. Attends. C'est bon. On vous entend et on voit le diapo. Ok. Ok, parfait. Eh Ah, ben, parfait. donc, je suis Maxime Lerminet, et, je suis accompagné de... Corentin Martial. Et on est donc tous les deux enseignants en activité physique adaptée au sein de l'établissement public de santé mentale Georges de Maison. Moi en intra hospitalier. Moi, plutôt en ambulatoire, Après, on rentrera un peu plus sur les détails sur nos sur nos structures, structures respectives. mais c'est au moins pour vous situer un peu nos profils. Donc, l'idée de cette présentation, c'est de reprendre un petit peu des éléments qui ont été donnés sur à la fois la santé mentale et sur les applications par rapport à l'activité physique. Il y a des points, on va aller, on va dire, un peu plus rapidement, notamment sur les bases, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été évoquées et détaillées par Laetitia Véron. Donc, on n'insistera pas là-dessus pour éviter des répétitions, mais au moins on pourrait voir qu'on est assez raccord et en cohérence avec ces visions-là. Donc, ouais, on va avoir ce petit rappel des bases. Après, on discutera de l'effet de l'activité physique sur la santé mentale auprès de la population générale. Et après, on discutera un peu plus, on va dire précisément sur notre public et surtout ce qu'on réalise au sein. Sur les bases, il y a des diapos qui sont similaires, en tout cas des illustrations qui sont similaires. On est raccordé au niveau de notre définition de la santé mentale, sur cette notion d'état global et cette capacité à faire face aux difficultés, et surtout ouais, sur cet état de bien-être général et pas forcément, on va dire, une absence de maladie. Donc, on passe assez rapidement là-dessus, mais on est totalement dans cette vision et cette nuance-là de notre côté. On se rapproche aussi du modèle biopsychosocial sur cette vision justement de la santé mentale. Et on trouvait aussi important de justement mentionner cette vision-là dans le cadre de la prévention, parce que souvent ce qui est utilisé, on va dire, ce qui est traité, c'est ce que vous pouvez voir sur, on va dire, le sommet de l'iceberg. C'est vraiment, on va dire, les manifestations, ça peut être des symptômes. C'est important aussi de, justement, comme encore une fois ce qui a été mentionné précédemment, on va dire à la partie immergée, à savoir tous les facteurs qui peuvent être présents à travers de ce modèle-là et qui peuvent générer des facteurs de risque ou juste influencer notre bien-être de manière générale. Pour revenir donc sur notre modèle biopsychosocial, nous on va aborder la question sur justement les effets auprès de la population générale qui vont s'appliquer auprès de notre public plus particulièrement, sur justement ces trois sphères-là, le bio, le social et le psychologique. Vous allez voir que justement en influençant chaque sphère, justement par leur connexion, on va pouvoir avoir un effet global sur la santé mentale et c'est ce qu'on va aborder dès maintenant. Avant ça, on va juste, même si je pense qu'on a vu sur les participants que tout le monde était au clair sur les notions générales sur activité physique, sport ou exercice de manière générale, on revient très très rapidement là-dessus aussi pour qu'on soit bien d'accord sur les recommandations et justement les effets qui vont découler de cette pratique. Donc, quand on parle d'activité physique, on parle bien donc de mouvements corporels qui mobilisent les muscles et qui consomment de l'énergie par rapport à notre dépense au repos, qui a bien distingué du sport, qui reste une catégorie d'activité physique, mais qui est régie par d'autres notions, à savoir voilà, le fait d'être organisé dans une notion compétitive ou soumise à des règles. Et pareil, l'exercice est encore une sous-catégorie qui peut naviguer entre l'activité physique et le sport, et on va dire qu'il y a plus pour, on va dire, notion d'être planifié, structuré, répétitif, et qui vise surtout une amélioration de la condition physique. Donc, Et juste pour rajouter, on peut l'entendre des fois par moment, mais non, faire du sport, c'est pas obligatoire pour être en bonne santé.
une manière privilégiée de faire de l'activité physique, mais c'est vraiment faire de l'activité physique qui a un impact sur la santé de manière globale. On peut faire plein d'activités physiques sans faire de sport, mais quand on fait du sport, on fait forcément de l'activité physique. C'est ça. Et du coup, ça va s'appliquer au niveau des recommandations. Donc, elles peuvent varier en fonction on va dire des organisations. Nous, on s'est appuyé sur, on va dire, une infographie qui a été réalisée par l'OMS, alors qui reprend pas tous les éléments, mais en tout cas, nous, on la trouve assez efficace sur le point de vue visuel et pour regrouper certains éléments, on va dire, assez centraux. Il n'y a pas la précision sur le type d'activité physique, sur l'intensité, que ce soit modéré ou intense. On a des petites variations justement sur les préconisations au niveau des minutes à pratiquer sur la semaine, mais c'est quelque chose d'assez efficace et qu'on utilise pas mal, en tout cas de notre côté avec notre public pour justement un petit peu les guider et donner un peu ouais, des bases pour que après ils puissent se lancer de leur côté. L'idée générale derrière ça, on va le voir un petit peu plus tard quand on va parler en précision de notre public. Mais le but, c'est vraiment de réduire la sédentarité et tous les impacts négatifs qu'ils peuvent avoir, donc à la fois sur l'aspect plus physique, mais aussi mental, même si on a vu que tout ça était interconnecté. On va donc pouvoir passer sur les effets donc, qu'on a pu nommer comme indirects à travers de la sphère biologique. Pareil, c'est des choses qui ont été évoquées. Pas mal sont déjà au courant. Ça fait un petit peu liste de courses vue comme ça, mais en soi, c'est les effets, on va dire, dont on est le plus reconnu, le plus en avant, que ce soit donc, sur le plan cardiovasculaire, sur le contrôle du poids, le renforcement musculaire ou osseux, les préventions sur plein de pathologies différentes. Je regarde si ouais, tout est mentionné sur le sommeil. On n'a pas forcément envie de rentrer dans le, Dans dans le le, détail, dans ouais. le détail là-dessus. Si jamais vous avez des questions là-dessus, on pourra le faire. L'idée, l'aspect biologique, c'est une longévité accrue auprès des personnes justement qui suivent et qui respectent les recommandations qu'on a présentées précédemment. Donc, on parle, on va dire ouais, c'est ça, le fait de vivre généralement plus longtemps et en meilleure santé par rapport à une population qui est considérée bah, comme sédentaire. Donc c'était plus sur le volet plus biologique. Maintenant, sur la sphère allez, sociale, donc, l'idée générale derrière les quelques points qu'on a mentionnés, c'est pouvoir, on va dire, lutter contre l'isolement, qui représente encore une fois, ça a été mentionné par Laetitia Véron, mais qui est un gros facteur de risque sur la santé mentale. Mais au travers de la pratique, ça peut être une pratique individuelle, mais on va dire avec d'autres personnes, ou justement des pratiques collectives directement, mais un renforcement. Donc au niveau des liens sociaux, c'est quand même renforcé quand on est sur une pratique en groupe, plus directement sur des sports collectifs. Mais on a vraiment ouais, ce sentiment d'appartenance et de soutien social qui peut être très très important par rapport à notre thématique. De manière générale, ouais, ce qu'on observe, c'est que au travers de la pratique et encore plus au sein de notre public, c'est ouais, ce sentiment de reconnaissance et d'acceptation qui peut être assez efficace, surtout par rapport à certaines problématiques de discrimination. Sur le versant, on va dire, plus directement psychologique, et c'est pas forcément mentionné, mais aussi cognitif, euh, on a encore une fois pas mal d'applications qui sont présentes. Ça a été mentionné aussi précédemment. Mais sur l'activité physique, hein, que ce soit intense ou modérée, bah, on peut justement observer des effets sur la réduction du stress, avec notamment bah, une sensation de bien-être et de détente qui peut apparaître et qui peut durer, surtout après une pratique, qui peut durer ouais, ne serait-ce qu'une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Ce qui est important, c'est vraiment donc, cet aspect régulier au travers de nos recommandations. Et ce qu'on observe aussi de manière générale, c'est sur la régulation de l'anxiété, bah, une meilleure gestion, on va dire, des situations sociales ou de moments de pression forte. On peut parler notamment aussi de l'humeur, sur justement cette notion de régulation qui peut être grandement améliorée avec le bien-être émotionnel et mental qui peut être affecté.
Encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment super, super important. Des activités, même à faible intensité, hein, on en a parlé sur justement la marche, sur la définition de l'activité physique, ça peut avoir des effets drastiques sur ces plans-là. Ce qu'on observe de manière générale, donc, c'est une meilleure résilience émotionnelle sur le long terme. On a aussi donc l'estime de soi qui peut être grandement améliorée au travers du développement de la condition physique avec une perception bien plus positive de son corps. De manière générale, vraiment ce qu'on observe, c'est une confiance en soi qui peut être améliorée justement au travers de ces critères-là. Justement, l'activité physique, ça peut être l'occasion de relever des défis personnels, d'atteindre des objectifs, de se voir progresser, et ça peut grandement renforcer notre image de soi de manière plus positive. C'est grandement en lien avec cette notion, on va dire, de défi personnel, mais ouais, c'est sentiment d'accomplissement qu'on peut aussi nommer, qui peut être forcément grandement accompli ou rempli au travers de ces défis réalisés. On peut développer un état d'esprit de persévérance et de résilience de manière générale, qui peut s'exprimer au travers de notre pratique. Donc là, on a un peu échangé par rapport aux bénéfices, sur les différents types de bénéfices, que ce soit physiques, sociaux ou psychologiques de l'activité physique dans la population de manière générale. Là, on aimerait aussi faire une différence et voir ce qui se passe aussi par rapport à notre public que nous, avec Maxime, on accueille aussi au sein de nos structures. Donc, par rapport à cet état des lieux, là, on a pris à peu près 35 études qui regroupent 3500 personnes dans cette méta-analyse. Et les troubles psychiques qu'on retrouve dans ces études, ça reste surtout la schizophrénie, la bipolarité et la dépression. Donc, c'est surtout auprès de ce type de public que les bénéfices sont mis en avant. Déjà, avant tout, pour commencer, Maxime en a déjà parlé tout à l'heure avec les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique. Là, dans cette méta-analyse, ils mettent en avant qu'il y a plus de la moitié des personnes ayant un trouble psychique qui n'atteignent pas ces recommandations-là. Et ensuite, en plus de cette inactivité physique dans la plupart de notre population, on retrouve aussi près de 9 à 11 heures de comportement sédentaire dans la journée. Donc en plus, la sédentarité, c'est hors du temps de sommeil, donc 9 à 11 heures, ça représente énormément de temps sur une seule journée. Donc, bien évidemment, on voit que ce mode de vie sédentaire et cette inactivité physique n'est pas sans conséquences et les conséquences sont dramatiques même pour la santé. Les patients qu'on a, ils ont donc un risque plus élevé de morbimortalité, que ce soit cardiovasculaire, métabolique ou respiratoire, par rapport à la population générale. Plusieurs explications sont possibles par rapport à ce constat-là. On vient de parler du mode de vie sédentaire et l'inactivité physique. On remarque aussi auprès de notre public des facteurs environnementaux plutôt délétères avec des consommations de toxiques, des alimentations déséquilibrées. En plus de ça, s'ajoute aussi la symptomatologie clinique, avec dans certaines troubles psychiques des symptômes négatifs, des troubles cognitifs, de l'anxiété, plein d'autres symptômes qui s'ajoutent et qui sont associés aux troubles psychiques. Et enfin, on peut mettre aussi les effets secondaires des antipsychotiques et d'autres médicaments qui, eux aussi, ont des effets sur la santé de manière globale. Donc voilà, tout ce constat-là, c'est pas une phrase assez joyeuse, mais voilà, ils ont une espérance aussi diminuée par rapport à la population générale. Dans la méta-analyse, on parle même de 15 à 20 ans d'espérance de vie en moins par rapport à la population générale pour les personnes ayant un trouble psychique. Donc, au-delà des considérations physiques et au-delà des bénéfices qu'on retrouve au niveau physique, on va pas y revenir là, Maxime a déjà pu en parler. Nous, on va vraiment se focaliser plutôt sur les bénéfices au niveau mental, qui sont souvent délaissés. Donc, les bénéfices déjà qu'on a cités
euh, sont reconnus dans la plupart des troubles mentaux sévères, donc comme j'ai dit, troubles psychotiques, schizophrénie, troubles dépressifs et la bipolarité. C'est plutôt avec cette population que les études sont à l'heure actuelle menées. Donc, on voit dans un premier temps, dans plusieurs études, que l'activité physique adaptée permet de réduire et de mieux gérer le stress et l'anxiété, et aussi, par conséquent, améliorer l'humeur et la qualité de vie des personnes ayant un trouble psychique. Maxime a aussi parlé tout à l'heure de la qualité du sommeil. On la retrouve aussi auprès de notre public. Et et en plus de sens, étant donné que les personnes ayant un trouble psychique sont aussi soumises à des insomnies, un sommeil là assez perturbé. Donc on voit que l'exercice régulier favorise l'endormissement et ça aide aussi à réguler les cycles du sommeil et toute cette récupération et cette régénération au niveau des muscles. Au niveau aussi de la symptomatologie clinique, les études mettent en lien une diminution des symptômes négatifs. Au niveau des symptômes positifs, on n'a pas encore forcément des résultats significatifs. Donc voilà. Et notamment au niveau de la motivation, ça jouait sur le niveau de la motivation, au niveau du retrait social, etc. Maxime en a déjà parlé aussi, on voit une amélioration de la confiance en soi, de l'estime de soi et de l'image corporelle. Le fait d'initier, de réussir à s'inscrire dans une activité physique régulière montre des bénéfices, ça renforce l'estime, la confiance en soi. Et ça permet aussi aux patients de se rendre compte de ses capacités. Et le regard souvent des patients change par rapport à leurs capacités, parce que d'habitude, il y a quand même un décalage quand on les rencontre au début entre leurs réelles capacités et la représentation qu'ils en ont eux-mêmes. Ensuite, on voulait aussi revenir sur les fonctions cognitives, parce que ça reste aussi important au niveau de notre public. Donc, les études, ils montrent que l'activité physique, ça permet une amélioration de l'attention, de la mémoire de travail, de la vitesse de traitement. Et on voit même que dans des études comment dire, qui ont testé les remédiations cognitives en plus de l'activité physique, là, on voit que les effets, ils sont plus importants, ils sont majorés, que ce soit sur les fonctions cognitives ou les symptômes négatifs. Enfin, Maxime est déjà passé dessus, mais c'est aussi important d'y revenir. Mais l'activité physique adaptée permet de favoriser le lien social, augmente les interactions positives, et tout ça aide à réduire le sentiment de solitude et l'isolement social qu'on retrouve énormément auprès de notre public. Donc là, on voit que l'activité physique, de manière régulière dans le quotidien des personnes ayant un trouble psychique, permet d'améliorer la qualité de vie et le bien-être global, pas que forcément physique, mais aussi mental et social. Là, ce qu'on vient un peu de citer, c'est pas une liste euh, exhaustive de tout ce qu'on a, de tous les bénéfices, mais voilà, c'est les principaux bénéfices qu'on retrouve dans la littérature. Après, on l'a mis en bas de la diapositive, on voit que c'est plutôt mis en avant avec des activités d'endurance, d'intensité modérée à soutenue, avec en moyenne 45 à 60 minutes par séance, avec une fréquence de 2 à 3 fois par semaine, et sur des études plutôt longues de 12 à 16 semaines. Nous, ce qu'on aime bien dire aussi, c'est que dans tous les cas, on voit qu'il y a des critères pour obtenir ces bénéfices. Mais nous, la priorité avec notre public, dans un premier temps, c'est de vraiment limiter les activités sédentaires et de remettre petit à petit une activité physique en place. Et parce que le plus important, ça reste toujours la régularité et le long terme pour montrer des bénéfices plus, euh, plus nombreux et de manière pérenne. Donc voilà. Comme on a mis au niveau de la diapositive sur les recommandations, ce qu'on dit à nos patients, c'est que toute activité physique vaut mieux que rien. Et ça, souvent, cette phrase-là leur permet de déculpabiliser quand ils n'arrivent pas aussi à atteindre ces recommandations au quotidien. Ouais, parce que ça peut paraître un peu, on va dire, être une grande marche à franchir quand on voit là, du 150, 300 minutes par semaine. Bien sûr, c'est un idéal à atteindre, mais justement, en essayant de leur dire que bah, chaque mouvement, chaque geste peut compter et déjà avoir des effets positifs,
permet d'avoir cette notion de progressivité qui reste très très important, surtout chez des personnes qui sont assez déconditionnées. Avant juste qu'on passe sur la prochaine, il y a plein d'éléments qui reviennent par rapport à ce que j'ai mentionné avant sur ce diapo-là. L'idée, c'est quand même, par rapport à la littérature, bah, de mettre en avant les problématiques et les gènes assez générales que peuvent rencontrer ce public-là, même si là, on a beaucoup regroupé, hein, c'est bien plus spécifique dans la réalité, mais justement, mettre en avant bah, ces problématiques et les réponses que peuvent offrir l'activité physique dans la littérature. Et ça montre que l'activité physique a d'autant plus de place aussi du public avec lequel on intervient. Tu peux passer. Donc, s- on voit les bénéfices, on voit ce que pourrait apporter l'activité physique, mais c'est pas toujours simple de la mettre au quotidien, que les personnes qu'on accompagne, euh, même s'ils sont conscients des bénéfices, il y a toujours des freins. Et on voit que les freins sont de différents ordres. On voit quand même que malgré tout ça, on se heurte souvent, nous, à une faible adhésion et ou un désinvestissement précoce des personnes qu'on accompagne. Donc, plusieurs causes. C'est important d'être conscient et d'être informé sur ces diverses raisons pour ensuite proposer des accompagnements plutôt adaptés et soucieux des patients. On voit qu'au niveau de la pathologie, les symptômes psychiatriques et les effets secondaires des traitements peuvent représenter un frein à la pratique. Pareil qu'une faible motivation, une expérience passée négative, l'anxiété, le stress et toute cette estime et confiance en soi plutôt basse. Au niveau physique, c'est pas toujours simple pour les personnes qu'on accompagne de se relancer, étant donné que la condition physique est plutôt diminuée avec des comorbidités associées. On a souvent beaucoup de craintes euh, quand quand on échange avec eux. Et enfin, bah, ce côté un peu sociétal avec la stigmatisation des personnes, mais aussi l'autostigmatisation qui est importante à mettre en lumière. Le coût financier aussi qui peut être un frein auprès de nos patients. Donc voilà. Il faut vraiment être. C'est juste une diapositive pour mettre un peu le nombre de freins euh, qui peuvent freiner, bah, en tout cas, nos personnes qu'on accompagne. Et c'est avec ça qu'il faut composer et proposer aussi quelque chose d'adapté, basé sur la personne et pour y aller tranquillement. Ce qui est important aussi, nous, quand on les accompagne, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Comme on vous a dit, on a un état des lieux et un style de vie plutôt inactif et sédentaire. Donc voilà, reprendre petit à petit et permettre de favoriser des choses petit à petit pour garder cet engagement sur le long terme. L'idée avec l'identification de ces freins-là, c'est justement de pouvoir anticiper des réponses pour justement faciliter l'accès à la pratique derrière. Donc derrière chaque frein qu'on a pu identifier au travers de ce diapositive, il y a des réponses qui existent, encore une fois spécifiques à chaque individu, mais pour justement transformer bah, ces freins en levier potentiel pour créer un petit peu d'adhésion à la pratique. On va pouvoir passer donc maintenant qu'on a été assez général sur nos pratiques en structure, donc juste sur on va dire notre pratique dans nos structures professionnelles. Donc on va dissocier entre mon activité et celle de Corentin. Donc moi je travaille donc au sein de l'EPSM Georges de Maison, donc qui regroupe on va dire les activités en intra-hospitalier, donc sur le site que vous pouvez voir sur la gauche et l'ensemble de la région tout autour. Donc moi, je suis vraiment donc à l'intérieur de l'hôpital et je me concentre donc sur le pôle de psychiatrie de l'adulte. Ça veut dire que je suis pas en lien avec la pédopsie. Juste pour vous donner un ordre d'idée sur, on va dire, le nombre de personnes que ça peut représenter sur l'intra-hospitalier, on a une capacité d'accueil au travers des différentes unités présentes sur le site de 138 lits. C'est le nombre de personnes qu'on peut accueillir, on va dire, en simultané. Et sur l'année, donc on a un peu plus de 1000 personnes en file active. Ça veut dire qu'il y a plus de 1000 individus qui ont été hospitalisés au sein de l'établissement sur l'année 2024. Pareil, ça va un petit peu orienter ce que je vais préciser juste après sur ce qu'on réalise directement au sein de la structure. On distingue deux filières justement sur ces hospitalisations, l'intracrise et la réinsertion. L'intracrise, on va plus être dans une optique justement de, on va dire, régler une situation plutôt urgente. Donc, on va être généralement sur des temps d'hospitalisation un peu plus courts. Vous voyez, 33 jours en moyenne.
à l'opposé de la réinsertion, où là, on va avoir des projets qui seront généralement plus sur le long terme, avec des profils différents. Euh, D'où, on va dire, la différence de temps de séjour sur ces filières-là. Je reviens juste après là-dessus quand on parle de nos activités sur nos lieux. Et donc moi, de mon côté, je suis aussi à l'EPSM Georges Daumaison, mais sur le pôle de soins spécifiques et notamment sur le Prisme 45, qui est une structure ambulatoire. Et dans ce Prisme 45, qui accueille aussi des psychothérapies spécifiques avec la TCC par exemple, la POP ou la thérapie familiale, nous on est vraiment, bah, moi je suis sur la filière de réhabilitation psychosociale. Donc, comme je vous ai dit, c'est une structure ambulatoire de seconde attention, cette filière de réhabilitation psychosociale. De seconde attention, c'est-à-dire que on agit quand la personne a déjà un suivi auprès d'un psychiatre, que ce soit en libéral ou auprès d'un CMT qui a déjà un suivi et qu'ensuite il est orienté vers notre filière. Donc un peu comme Maxime, on est à 259 patients au niveau de la file active sur l'année 2024 et on accueille des personnes à partir de 15 ans et 3 mois avec une âge qui n'est pas déterminé sur la fin. Euh, le Prisme 45, donc il y a beaucoup de professionnels, c'est une équipe très pluridisciplinaire. On a des ergothérapeutes, des neuropsychologues, des psychologues, des assistantes sociales, on a des infirmières, on a un APA. Donc voilà, c'est vraiment une équipe très pluridisciplinaire. Donc l'accompagnement et le parcours de soins du patient est très diversifié. Donc, pour revenir sur ma pratique, on va dire en intra-hospitalier. Moi, j'évolue au sein d'une structure qui s'appelle le PETAL, présente sur l'hôpital, donc le Polyespace Thérapeutique d'Activité et de Loisirs. Ce PETAL-là, il est divisé en trois ateliers, donc un atelier musique, un atelier art plastique et l'atelier activité physique qui me concerne, que vous pouvez voir sur la photo dans le diapositive. Les trois ateliers, ils se basent sur un fonctionnement commun, à savoir la libre adhésion des patients. Nous, on est, on va dire, un lieu ouvert. Et à partir du moment où les personnes sont autorisées à sortir des unités, à se déplacer librement sur le parc, elles peuvent venir pendant nos temps d'ouverture euh, au sein de notre bâtiment et pratiquer au niveau des différents ateliers. Ça implique qu'il n'y a pas de notion de rendez-vous ni de prescription, chose qui est, on va dire, qui dénote un petit peu sur pas mal d'éléments dans le parcours de soins, mais qui offre, on va dire, un grand degré de liberté dans les choses qu'on peut faire. Ça implique aussi que les personnes qui viennent sont toujours, on va dire, un minima curieux ou directement intéressés par les ateliers où ils se dirigent. Et forcément, ça offre pas mal de possibilités dans ce qu'on peut réaliser. Nous, à chaque fois, au sein du Pétal, on se base, et c'est vraiment le mot d'ordre, sur la volonté et la demande des patients. Et l'idée, c'est de pouvoir justement construire un projet commun à partir de justement leur envie de manière générale. Forcément, au niveau des accompagnements, vous l'avez vu par rapport aux durées d'hospitalisation, les personnes qui sont hospitalisées ne sont pas forcément autorisées à sortir des unités dès leur premier jour ou même première semaine d'hospitalisation. Ça implique qu'au niveau des suivis, euh, je suis pas forcément, on va dire, dans les cadres plus classiques par rapport à l'APA et même aux études qu'on a pu voir, vu que forcément, je suis grandement limité sur la durée. Le fait de ne pas avoir de rendez-vous, pareil, ça implique aussi que il y a moins cette notion, on va dire, d'engagement, ou en tout cas, elle est pas officielle. Et forcément, au niveau de la régularité, ça peut être très important, comme plus fluctuant. L'idée derrière ça, derrière ce lieu-là, c'est justement bah, d'offrir, on va dire, un peu plus ouais, de liberté et de participation au niveau des patients. Et justement, de pouvoir s'appuyer là-dessus pour les aider de manière générale à faciliter la stabilisation et pouvoir, on va dire, les remettre en mouvement progressivement. Donc moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est plus de la promotion à la santé que de la pratique, on va dire, à pas classique en tant que tel. Moi, de mon côté, le déroulé, le parcours est un peu plus cadré avec des prérequis. Donc, comme Maxime dit,
il y a quand même un point commun, c'est la demande du patient. On ne part pas en accompagnement à pas ou on lance pas un accompagnement à pas sans la demande du patient, que ce soit en lien avec l'activité physique, le sport ou des observations cliniques. On peut, au travers d'autres accompagnements, avoir des collègues euh, qui nous, euh, qui nous échangent auprès d'une personne qu'on accompagne pour un manque de force, etc. On en parle avec le patient et si vraiment le patient est d'accord, là, on peut réaliser un entretien ou un bilan d'activité physique adapté. À la suite de ça, nous, on échange entre collègues et il y a la validation du médecin de la filière, le docteur Holland dans mon cas. Ensuite, on demande aussi un certificat médical de non-contre-indication à la pratique d'activité physique dans le cadre où l'accompagnement se fera ici au Prisme. Donc, il existe différents types d'accompagnement que je réalise au Prisme avec les personnes que j'accompagne en fonction de leurs besoins, attentes, envies, capacités. On est vraiment centré sur la personne. Ça peut être des séances individuelles, des séances collectives ou alors des groupes. Les groupes, c'est des séances collectives, mais avec différents professionnels et différents objectifs. Donc, par exemple, le groupe Brainbox, c'était un groupe où on réalisait de la boxe, donc une activité physique, mais tout en mettant de la remédiation cognitive. Donc, il y avait comme professionnel sur ce groupe l'enseignant d'activité physique adaptée, la neuropsychologue et l'orthophoniste. Et sur la natation, c'est pareil, on travaille tout ce côté avec l'eau, tous les bénéfices que peut apporter l'eau et tous les bénéfices qu'on peut en tirer de l'activité physique au niveau de la natation, tout en travaillant aussi l'hygiène, le change, euh, l'organisation de ses vêtements, du déshabillage, du déshabillage dans la cabine, etc. Et on est accompagné là d'une ergothérapeute. Et ensuite, je fais aussi des accompagnements vers l'extérieur dans le cas où les personnes qu'on accompagne seraient intéressées pour reprendre une activité physique, reprendre ou commencer une activité physique à l'extérieur, que ce soit dans des clubs, des associations ou bien à domicile. Donc voilà. Le- les accompagnements sont assez diversifiés, mais on part toujours de la demande du patient et on prend en compte surtout ses besoins, capacités, envies, attentes, etc. Pour finir, que ça soit dans en hospi ou en ambulatoire, qu'on voit Maxime en hospitalisation et moi plutôt en ambulatoire, on voit que l'activité physique a une place centrale. Nos rôles sont différents, nos missions sont différentes, on fait des choses différentes avec Maxime au quotidien, mais l'activité physique reste quand même quelque chose de central. Euh, on le sait, on le répète souvent, l'activité physique, c'est une approche non médicamenteuse. On l'appelle souvent thérapie non médicamenteuse. Voilà. Là, on va agir autrement qu'avec des traitements et souvent, le diagnostic psychiatrique n'est pas l'entrée, n'est pas le prérequis pour l'activité physique. On se base vraiment sur leurs capacités qu'on a évaluées, pardon, sur leurs besoins, sur leurs envies, leurs attentes. Et le diagnostic psychiatrique, ce n'est pas le prérequis et la chose primordiale. Ensuite, on voit que c'est un levier thérapeutique intéressant parce que ça simplifie l'engagement dans le parcours de soins. Euh, En effet, quand ils viennent vers nous et qu'on les accompagne, ils remettent, ils mobilisent ou remobilisent leur corps avant la parole, parce que des fois, c'est pas facile, ils adhèrent pas facilement aux autres accompagnements qui leur sont proposés. Donc, à partir de ce moment-là, on remobilise le corps, on se réapproprie le corps. Donc, ça va venir simplifier l'engagement, ça va venir jouer sur la motivation, sur le plaisir. Et à partir de ce moment-là, on a déjà un peu comment dire, ouais, un lien qui est créé, un lien thérapeutique, un lien de confiance qui est créé entre la personne et, euh, et le professionnel en activité physique adaptée. Et, et ça permet aussi d'avoir cet espace pour lui, bah, qui aide à la stabilisation, qui favorise l'autonomie. Et, euh, et voilà ce qu'on peut Ouais. dire. Et juste pour conclure, oui, pour revenir, ça aide aussi, et c'est une porte d'entrée, nous, on a mis vers le rétablissement. Le rétablissement, c'est un processus, c'est pas un état, donc c'est quelque chose de continu. Et c'est quelque chose le rétablissement, c'est quelque chose plutôt de spécifique, de personnel, de personnalisé.
et dans lequel la personne qu'on accompagne, il cherche à retrouver du sens, de l'espoir, du pouvoir d'agir euh, pour mener une vie satisfaisante. On sait que le trouble psychique restera, c'est quelque chose de chronique, on n'en guérit pas, donc voilà. Même avec le trouble psychique, le but c'est de retrouver une vie satisfaisante, même avec la présence des symptômes. Donc c'est ça qui est intéressant, on voit que l'activité physique adaptée et accessible, valorisante et progressive. On part de l'activation du corps et on arrive à les avoir, à les adhérer dans le parcours de soins de manière plus globale. Et vraiment, le dernier mot de la fin, ouais, on a mentionné le processus centré sur les forces, les compétences et l'autodétermination. On a accentué là-dessus. C'est en aucun cas le diagnostic qui va dicter les préconisations et ce qu'on va faire au sein de nos structures. C'est vraiment, encore une fois, la personne et ses envies et c'est ce qui doit guider, on va dire, chacun de vos actes en fonction de vos interactions et au niveau des structures. C'est vous baser sur ce qu'est la personne, ses difficultés et surtout ses envies pour mettre en place votre pratique. On vous remercie pour votre écoute. On a fait un petit peu plus long que Que prévu. prévu. Désolé. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut peut-être. Merci Maxime et Corentin. Est-ce que vous avez des questions? Hop, Bah, déjà, je on a vois le une chat. première question dans le chat. Oui, les références, on les a, on peut vous les transmettre. Ouais. Et après, il y avait une question sur les Alors, symptômes, mais Laetitia a répondu. Je ne sais pas si vous voulez intervenir dessus. on voit peut-être. On essaye de se débrouiller avec le chat. Bah, déjà pour le. Alors, si c'est retransmis, si jamais on a nos références qui sont présentes là, on pourra faire une pause, mais en tout cas pour l'HAS, c'est les deux qui sont présentes là. Je sais pas si on voit le curseur Oui, là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'il commence à évoluer là-dessus. Il y a des fiches qui sont mises en place au niveau de l'HAS en fonction des pathologies. Et il commence un petit peu à s'intéresser sur le domaine de la santé mentale. Alors, on a seulement des fiches qui sont effectuées au niveau de la dépression et des troubles schizophréniques, mais c'est des publications qui sont assez récentes, donc on a espoir pour que ça s'élargisse et ça présente plus d'éléments dans le futur. Je viens de voir la réponse de Laetitia sur les symptômes négatifs, c'est très bien. Y a pas besoin de Bon, de rajouter. toute façon, Vous avez une question aussi sur le Brain Box. Est-ce que, Corentin, tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste? Ok, donc Brainbox, c'est un groupe, comme j'ai dit, de remédiation cognitive et d'activité physique adaptée. Nous, on s'était basé sur la boxe, car la boxe, c'est une activité physique individuelle, mais qu'on peut pratiquer en collectif. Donc, on avait déjà une salle de boxe avec des sacs de frappe et des gants, tout le matériel nécessaire. Et dans ces séances-là, déjà, les prérequis, c'est le bilan d'activité physique adaptée pour un peu mettre en lumière toutes les capacités, besoins, envies, attentes, comme je le dis, et aussi un bilan neuropsychologique qui est demandé pour aussi évaluer bah, les plaintes à ce niveau-là des patients. Ça peut être des plaintes mnésiques, ça peut être des plaintes sur la flexibilité, ça peut différentes plaintes. Donc les deux bilans mettent en lumière un peu les préconisations et ce qu'il faudrait travailler, les capacités à travailler, et ensuite, dans les séances, on réalisait des exercices où on couplait des exercices de remédiation cognitive à de l'activité physique. Souvent, le profil des personnes qu'on avait dans ces groupes-là, les indications, c'était des personnes qui étaient en difficulté pour faire de la remédiation cognitive, par exemple sur table, lors des entretiens avec des psychologues ou des neuropsys. Donc, on passe par le corps, encore une fois, pour favoriser d'autres bénéfices. Et donc, ça, des exemples, par exemple, ça peut être d'activités physiques avec des mémories, des fils rouges sur toute une séance. Et voilà, qu'est-ce que je peux montrer comme exemple pour que ça soit un peu plus parlant? Bah, le bilan neuropsy, il y a différents tests qui sont proposés. Bah, des fois, c'était des tests qui étaient remis de façon terrain, on va dire, entre guillemets, où on le pratiquait plutôt en bougement ouais, en bougeant, exactement, en se mobilisant. Merci. On a une autre question, c'est y a-t-il des spécificités à prendre en compte pour les enfants ou adolescents? Quels sont les risques et les bienfaits? Est-ce que les risques et les bienfaits sont comparables? Alors,
On a quelques éléments là-dessus. Après, faut qu'on soit honnête là-dessus. On a été plutôt, on va dire, plus confronté et spécialisé avec les adultes. Corentin a fait quelques expériences, quelques interventions au niveau de la pédopsie, qui pourra complémenter si jamais je dis trop de bêtises. Ce qu'on peut observer de manière générale, c'est des effets assez similaires. Les recommandations auprès, on va dire, des plus jeunes, elles ont tendance à être supérieures par rapport aux adultes. Donc, on aurait quand même tendance à dire que ce besoin, il est quand même encore plus important auprès de la population, surtout qu'on observe que bon, c'est présent de manière générale, mais que la sédentarité s'exprime grandement auprès des adultes, mais qu'elle est d'autant plus présente auprès des jeunes, avec l'augmentation, on va dire, autant d'écrans qui explose. Donc, il y a cette pertinence, je dirais, encore plus présente pour cette population-là. Et vu qu'on est dans des périodes de développement, bah justement, être, on va dire, exposé on va dire, des éléments à la fois bah, biologiques, sociaux et psychologiques, c'est d'autant plus, on va dire, légitime et ouais, important pour cette population-là. Moi, pour avoir travaillé auprès en intra sur l'hospitalisation à temps complet des adolescents, les séances d'activité physique adaptée et l'activité physique adaptée de manière générale, euh, donner une sorte de routine à l'hospitalisation, parce que les personnes bah, sont en hospitalisation complète, les jeunes sont au sein de la structure H24. Donc on vient ajouter de la mobilisation, du physique, parce que c'est reste quand même quelque chose de l'inactivité physique est quand même présente, la sédentarité est quand même présente sur l'instant de l'hospitalisation. Et on vient rajouter beaucoup ouais, de mobilisation, de mouvement, et des fois dans des bénéfices plutôt à l'échelle psychologique aussi. Beaucoup de bénéfices plutôt psychologiques qui sont recherchés par les jeunes à ce moment-là, que ça soit se vider la tête, penser à autre chose, ou alors aussi, comme on le dit toujours, cette porte d'entrée, ce côté où cette première accroche, où des fois passer par le corps, et ben ça permet après sur les autres accompagnements où la personne va plutôt plus facilement adhérer aux autres accompagnements et aux autres soins qui leur sont proposés. On Ah, vous entend plus, ouais. Ambre. Vous avez le son coupé. Ah, Ambre, on vous entend pas? Ambre, on vous entend pas. Pardon. Euh, Dernière question, est-ce que vous faites la liaison avec les professionnels kinés avant de reprendre une activité à part? Bon, je vais commencer de mon côté vu que chacun a une réalité différente. Au sein de l'hôpital, on a un kiné qui est présent, on va dire, pour dispenser des séances. Le fait est que, on va dire, il y a de ça quelques années, ils étaient au nombre de deux ou trois et que maintenant, on n'a plus qu'une personne qui est là à temps partiel. Donc, parler de liaison en intra-hospitalier, c'est plus nécessairement le cas. Moi, au sein de ma structure, c'est plus moi qui va faire, on va dire, le lien justement vers les quelques, on va dire, disponibilités au niveau de la kiné qui peuvent être présentes. Il y a aussi des psychomotriciennes qui sont là aussi. Le fait que justement mon lieu soit, on va dire, libre d'accès, qu'il n'y ait pas nécessairement de prescription ni de rendez-vous, fait que bah, je reçois beaucoup, on va dire, de retours, de plaintes et que, on va dire, je suis un peu exposé en première intention vis-à-vis des problématiques qui peuvent les concerner. Donc, j'oriente énormément à ce niveau-là, mais ce serait plus qu'appréciable d'avoir, on va dire, une présence plus importante au vu des besoins sur l'intra-hospitalier pour la présence d'un kiné. Et après, il n'y a pas forcément de lien effectué avec l'extérieur. Que ce soit Corentin ou moi, on a accès au dossier de chaque patient et on va dire à leur historique sur les différentes problématiques auxquelles ils peuvent faire face. Donc, on a les informations sur des antécédents potentiels, mais malheureusement, il n'y a pas de coordination, en tout cas de mon côté, sur les kinés. Moi, de mon côté, sur la filière, ça arrive les liaisons, mais c'est plutôt rare. Par exemple, moi, au moment où je peux plus facilement orienter, c'est sur les bilans d'activité physique qui sont réalisés, où on peut voir des problématiques autres ou
ouais, des capacités qui nous interpellent. Et donc, à partir de ce moment-là, quand j'échange avec le médecin, là, on peut orienter plutôt déjà vers la médecine du sport à Orléans pour qu'il y ait un bilan plus complet qui soit réalisé avant la reprise. Et ensuite, des fois, de ce bilan qui est réalisé à la médecine du sport, il en découle plusieurs préconisations. Et dans ce cas-là, on peut avoir la prescription du kiné, de la prescription pour de l'activité physique adaptée auprès d'un éducateur sportif ou enseignant d'activité physique adaptée, sport santé, etc. Et après, la seconde possibilité, c'est une personne qui a besoin de rééducation, par exemple, et on l'oriente directement auprès d'un kiné. Là, ça m'est arrivé dernièrement auprès d'une personne qui avait eu une rupture du tendon d'Achille l'année passée, qui n'avait pas été bien rééduquée. Donc, on a orienté de nouveau vers le kiné. Après, moi, je fais la liaison seulement si le, euh, le patient est d'accord. On demande au patient s'il est d'accord d'envoyer son dossier à la médecine du sport, s'il est d'accord qu'on envoie son dossier ou qu'on prenne contact avec le kiné qu'il a ou qu'on prenne contact avec le kiné, etc. Donc voilà, on parle vraiment de l'accord du patient aussi dans cette démarche-là. Eh bien, merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de conclure cette visio. Merci aux intervenants. Laetitia a dû partir plus tôt, elle avait un autre rendez-vous après. Mais je vous renverrai un mail avec le lien du replay de la visio et toutes les informations dont on a parlé aujourd'hui. Et Merci à vous. si jamais alors si vous avez d'autres questions, on est preneur au niveau des retours. On a fait pas mal d'interventions, mais plus orientées, on va dire, vers le grand public. Donc c'est pas forcément simple sur les premières avec un petit changement de public d'orienter parfaitement les choses. Donc on est curieux aussi d'avoir vos retours si justement il y avait des manquements, des choses à préciser ou au contraire certaines longueurs. On va mettre nos adresses dans le chat. Si jamais vous souhaitez nous contacter si vous avez quelconque question ou nous effectuer des retours là-dessus. Merci à vous. Merci à vous pour Bonne l'invitation. journée. Bonne journée à tous. Eh bien, je clôture ce webinaire santé mentale et activité physique. Merci d'avoir suivi ce webinaire et à bientôt pour de nouveaux webinaires du CROSS. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne Bonne journée, au journée. revoir. Au revoir.